Bonjour, nous allons attaquer le module numéro 5 qui est divisé en deux parties. La première concerne les infrastructures de transport de la ZLECAf et la deuxième partie concerne la facilitation du transport en Afrique. Pour cette première partie concernant les infrastructures de transport de la ZLECAf en Afrique, je voudrais bien qu'à la fin de ce module, on puisse avoir des notions claires sur les infrastructures en Afrique, la densité des routes bitumées en Afrique, le réseau ferroviaire de l'Afrique, les pays sans chemin de fer, le résumé sur les voies navigables, les routiers africains, les contraintes liées au transport au long des corridors, la vision PIDA, c'est quoi la ZLECAf, et conclure sur ça. Une réalité est claire quand on parle de transport d'infrastructures, de transport en général, c'est que la route est un mode incontournable pour les voyageurs, 80%, et pour le fait, 90%. La route est le moyen du présent et de l'avenir. La route représente un capital important qui s'est constitué au cours de longues années. Elle représente en général le seul moyen d'accès aux zones rurales et constitue le mode le plus flexible et approprié dans la vie économique et sociale des pays ou des régions. Les transports sont un des secteurs de l'activité économique, que ce soit ferroviaire, routier, aérien, maritime, fluvial, lacustre ou même les pipelines. Les transports sont également un moyen indispensable à la réalisation de cette production. Les infrastructures constituent des éléments primordiaux pour assurer le fonctionnement et le développement de l'économie. Leur création, les infrastructures, qui est une partie importante de l'aménagement du territoire, nécessite le plus souvent des investissements lourds. Un constat, les infrastructures constituent un facteur primordial de croissance économique. Ils stimulent l'activité économique, suppriment les coûts, ont des effets non négligeables sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Les infrastructures ont également des effets sur la pauvreté non monétaire. Elles contribuent à améliorer la nutrition, l'éducation et la cohésion sociale. Les infrastructures de transport constituent un secteur assurantiel rhétorique dans le discours public. On entend souvent la rue du développement passe par le développement de la route. La route est le moteur du développement et des échanges. Je pense que nous tous ici présents avons déjà entendu une fois ces phrases dans un discours public. En Afrique, ce tableau nous donne un peu un aperçu du réseau routier. En Afrique centrale, en 2015, on avait 141 287 km de route. En Afrique de l'Est, ils étaient à 595 874 km. En Afrique du Nord, ils étaient à 451 450 km. Austral, ils étaient à 1 055 682 km. Et en Afrique de l'Ouest, on était à 558 851 km. On voit qu'entre 2000 et 2006, il y a eu de fortes progressions. Et entre 2006 et 2015, à part l'Afrique centrale, où on a eu une régression, donc une perte de linéaire, toutes les autres régions de l'Afrique ont connu une hausse de linéaire de route. La densité nous montre qu'en Afrique centrale, nous avons 4 km 68 sur 100 km². En Afrique de l'Est,
Cette densité est de 8,05 et de 5,21 en Afrique du Nord, 17,58 en Afrique australe et 10,93 en Afrique de l'Ouest. Toujours, cela reflète un peu les pourcentages de croissance dont on a parlé plus tôt. Pour les routes bitumées, l'Afrique centrale a 6287 km de routes bitumées. L'Afrique de l'Est, 38 316. L'Afrique du Nord, 334 911. L'Afrique australe, 222 241. Et l'Afrique de l'Ouest, 76 361. Les changements, à part l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, on a des taux négatifs pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est dire qu'il y a eu une perte du kilométrage de routes bitumées. En pourcentage, on voit bien que ces pertes sont très claires quand on regarde entre 2006 et 2015. Le réseau ferroviaire, certains pays n'en ont pas. Ce tableau vous donne un peu la liste des pays où on trouve un réseau routier ferroviaire. Afrique du Sud, Soudan, Égypte, Mozambique, Tanzanie, RD Congo, Algérie, Nigeria, Zimbabwe, Kenya, Zambie, Angola, Namibie, Tunisie, Maroc, Ouganda, Cameroun, Sénégal, Botswana, Madagascar, République du Congo, Bénin, Libéria, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, on parle de l'existence du réseau ferroviaire avec un certain kilométrage, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que la plupart de ces réseaux de chemin de fer ne sont plus utilisés. Quand même, dans certains pays, si je prends le cas du Sénégal, toute la partie nord du pays où on y accédait par voie ferroviaire est aujourd'hui devenue une histoire aux oubliettes. Les pays sans chemin de fer, de même, il y a toute une liste. Burundi, Cap-Vert, Centrafrique, Tchad, Libye, île Maurice, Niger, Seychelles, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, ainsi de suite, n'ont pas de réseau de chemin de fer. Résumé sur les voies navigables, au moins 5 de 7 pays d'Afrique centrale ont des voies navigables intérieures, 6 des 14 pays d'Afrique de l'Est ont des voies navigables intérieures, 10 des 15 pays d'Afrique de l'Ouest ont des voies navigables intérieures, 3 des 7 pays du Maghreb ont des voies navigables intérieures et 4 des 11 pays d'Afrique australe ont des voies navigables intérieures. 6 des 16 pays enclavés n'ont pas de voies navigables. En parlant du réseau routier africain, nous pensons à l'exemple du Trans-African Highway, qui a été créé au début des années 70 en vue de créer des régions routières directes reliant les capitales du continent, contribuer à l'intégration politique, économique et sociale et à la cohésion en Afrique, assurer des installations de transport routier entre les grandes zones de production et les zones de consommation. La dernière version du test est maintenant sur la carte d'étape suivante. On l'avait déjà vu plus tôt. Cette carte-là avec un réseau qui est bien tracé, avec des axes bien connus. Les plus connus sont Alger-Lagos, Tripoli-Cape Town, Dakar-N'Djamena, Djibouti, et la méditerranéenne du Caire à Dakar, en passant par Tripoli, Tunis, Alger, Casablanca, Nouakchott, Dakar. La vision du PIDA concernant les transports. Le PIDA va œuvrer à l'avènement d'un continent intégré, où l'infrastructure et les services de transport permettent la libre circulation des biens et des personnes, en améliorant les liens entre les capitales africaines et les grands centres grâce à des routes modernes bitumées et à des réseaux ferroviaires modernes, en répondant à la demande d'infrastructures de réseaux de transport régionaux africains, en développant des corridors modernes, y compris des ports d'entrée et des services de transport aérien
pour porter les performances des composantes ARTIN au niveau des meilleures pratiques mondiales sur le plan de l'efficacité, du coût, de la fiabilité et de la sûreté. Nulle part, les terribles inefficacités de l'Afrique ne sont plus criantes que dans le réseau africain d'infrastructures régionales de transport, destiné à relier les principaux centres de commerce entre eux, ainsi qu'avec le reste du monde, par des réseaux et des plateformes modernes et efficaces. L'évaluation effectuée par PIDA du secteur des transports en Afrique a révélé que le coût économique total des inefficacités d'ARTIN s'élevait à 172 milliards. Ces inefficacités comprennent les coûts de transport par les corridors et du transport aérien, ainsi que celui de la demande de transport aérien et des frais de décollage. La mise en œuvre du PIDA contribue à résoudre ce problème. Elle permettra aux dirigeants africains de parler d'une seule voix et de définir des objectifs communs. Le PIDA offre aux décideurs une liste toute prête de priorités pour résoudre les problèmes d'infrastructure physique et les aspects intangibles de la gouvernance. Surtout, le PIDA repose sur une vision commune de l'intégration régionale et sur un programme à long terme qui appuiera les objectifs d'Abuja de l'Union africaine. Le PIDA permettra aux pays de réduire le coût de l'énergie et d'encourager l'accès, de réduire drastiquement les coûts de transport et de stimuler l'échange intra-africain, d'assurer la sécurité alimentaire et celle de l'approvisionnement en eau, d'accroître la connectivité. Pour faciliter les échanges commerciaux entre pays d'une même sous-région, il faut pouvoir disposer non seulement d'infrastructures de transport adéquates, mais aussi de services de transport compétitifs et fiables. Toutefois, ces deux conditions ne peuvent être pleinement satisfaites que dans la mesure permise par les cadres juridiques qui gouvernent leur exploitation. De la même façon, l'objectif d'une meilleure intégration des économies régionales ne sera pas seulement servi par une harmonisation des politiques nationales, mais aussi, voire même davantage, par l'élaboration, la ratification et l'application d'instruments juridiques multilatéraux de portée sous-régionale, continentale jusqu'à l'échelle internationale. Ces instruments forment le cadre nécessaire au développement durable des échanges commerciaux, porteurs de croissance et d'emploi. La vision PIDA offre un exemple manifeste de cette situation. Sous-région, d'est en ouest, n'épargne aucun effort pour forcer les liens institutionnels et économiques et promouvoir le commerce et stimuler la croissance économique. L'existence de 16 pays enclavés renforce d'autant mieux la nécessité de codifier les règles régissant des échanges entre États côtiers et États sans littoral du continent pour que ces derniers puissent bénéficier d'un accès plus facile au marché extérieur. C'est pourquoi, outre les nombreux efforts déployés pour promouvoir l'intégration régionale sur le continent, l'attention doit se porter aussi sur les instruments juridiques en vigueur en Afrique pour faciliter le transport et les flux commerciaux entre les pays et les régions. Plusieurs cas de signature de traités sont actuellement disponibles. Je parle aussi bien en Afrique occidentale qu'en Afrique centrale, en Afrique du Nord, des textes qui sont pris pour faciliter ces problèmes de transport, surtout pour les pays enclavés. L'agenda 2063, c'est le schéma et le plan directeur de l'Afrique visant à transformer le continent en puissance mondiale de l'avenir. C'est le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Il s'agit d'une manifestation concrète de la volonté panafricaine d'union, de détermination, de liberté, de progrès et de prospérité collective, poursuivie dans le cadre du panafricanisme et de la naissance africaine. Les Africains de diverses formations sociales et de la diaspora ont convenu que la vision de l'UEA de construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée et gérée par ses propres citoyens et représentant une forte dynamique sur la scène internationale, représente le guide fondamental pour l'avenir du continent africain. L'agenda 2063 a été élaboré grâce à un important processus de consultation de différentes parties prenantes africaines sans exception. Il a été également élaboré sur la base d'un examen approfondi des expériences africaines en matière de développement,
ainsi que sur des plans nationaux, des cadres régionaux et continentaux. L'agenda de 2063, à travers les plans et les cadres continentaux, ont fourni des indications sur les priorités en matière de développement et donc joué un rôle important dans l'élaboration de l'agenda 2063, en particulier dans l'élaboration du premier plan national de mise en œuvre. Le continent a enregistré des progrès notables dans la mise en œuvre de certains projets phares de l'Union africaine. Malgré ces avancées notables, les projets phares connaissent différents niveaux de maturation et de mise en œuvre du fait notamment de la non-disponibilité du financement, de l'absence d'études de faisabilité détaillées, de l'insuffisance de personnel qualifié ou d'équipes projets dédiées à la non-ratification par certains États membres. Même si les retards sont enregistrés dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, les efforts ont été consentis pour le consentement de la zone de libre-échange continentale africaine. Pourquoi l'intégration du commerce régional est vitale pour l'Afrique? Les caractéristiques géographiques particulières du continent africain font que l'intégration régionale est une nécessité impérieuse. De nombreux pays sont engravés. De nombreux pays ont de faibles densités de population. Les communautés rurales sont souvent isolées. L'éloignement des grands marchés est notoire. D'où l'initiative de la ZLECAf, l'initiative de l'Union africaine, qui semble porteuse d'espoir pour les économies locales, présente tout le long de nombreux défis auxquels les pays africains doivent faire face. Faire disparaître les barrières douanières ne fera pas d'un coup de bâton magique décoller l'économie africaine et assurer son développement durable. Pour que la levée des obstacles douaniers puisse avoir l'effet souhaité, plusieurs questions doivent être préalablement résolues. Les pertes de temps aux postes frontières par exemple, voire faut aussi après. Ici, vous avez une file de véhicules. C'est à la frontière sénégalo-gambienne. Ces camions que vous voyez peuvent rester ici 3, 4, 5 jours avant de pouvoir traverser. Heureusement maintenant qu'il y a le pont sur la Gambie, même si c'est un pont à péage, vous venez vous payer, vous passez automatiquement. Vous n'avez pas à attendre les rotations d'un bac qui est des fois sujet à des pannes et aux humeurs des conducteurs et des gestionnaires du bac qui peuvent s'arrêter à tout moment et reprendre à tout moment. Donc je pense que le pont qui est conçu aujourd'hui est quand même vraiment la bienvenue. Tout ça, c'est des véhicules à entendre au niveau du bac de la Gambie pour pouvoir traverser. Vous voyez ici encore, c'est la même chose. Les défis présentés par la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine sont de plusieurs ordres et sont à même de la ralentir et de la plomber. Ils sont entre autres d'ordre politique, juridique, infrastructurel, financier et sécuritaire. Défis liés à la volonté politique. Au vu des expériences passées, la volonté politique a beaucoup manqué aux dirigeants du continent pour mettre en œuvre des résolutions visant le développement du continent. Le NEPAD, le financement des activités de l'Union africaine et l'intégration et une Afrique de sous-région en Afrique en sont des exemples. Ce manque de volonté politique se manifeste à travers les agences routières nationales qui doivent être activement impliquées dans les projets nationaux. Les personnalités politiques doivent être impliquées dans les projets régionaux en qualité de champions. Les experts nationaux qui doivent être plus impliqués dans la préparation des projets régionaux. Ce manque de volonté politique se manifeste à travers les projets régionaux qui doivent être priorisés dans les plans nationaux avec des fonds alloués à cet effet. Les experts nationaux qui doivent mieux connaître les sous-régions. Par-dessus tout, il est également essentiel d'utiliser les ressources intérieures pour financer des projets régionaux et créer une équipe de projets dédiés dans chaque pays avec un rôle de supervision. Les obstacles économiques non négligeables. Sur le plan infrastructurel, l'absence de voies de communication entre les pays du continent peut être un frein considérable pour la zone de libre-échange continentale. Se déplacer d'un pays à un autre n'est pas souvent facile, et particulièrement quand on parle de déplacement aérien. Il m'est arrivé pour faire le voyage entre Tripoli et Addis Abeba d'aller jusqu'à Rome pour redescendre sur Addis Abeba. Et beaucoup de nos compatriotes vivent le même calvaire pour se déplacer des fois entre deux pays qui sont même des fois des pays voisins. Les tracasseries aux postes frontières, les pratiques anormales le long des corridors constituent des facteurs bloquants non négligeables pour encourager les échanges.
Certaines communautés économiques régionales ont déjà fait des avancées sur ce terrain en créant des routes pour relier différentes capitales, par exemple en Afrique de l'Ouest, l'autoroute côtière ouest africaine de 4500 km presque achevée, reliant Nouakchott, Mauritanie, à Lagos, Nigeria, par des voies ferrées telles que celle reliant Addis Abeba, Éthiopie à Djibouti en Afrique de l'Est. Mais beaucoup reste à faire en termes de voies ferrées et correspondance aérienne. Sans ces infrastructures de communication entre les pays, échanger les biens et les services va demeurer un vœu pieux. Le tableau de la page suivante résume l'état des chaînons manquants pour une intégration physique de l'Afrique, source du tableau diagnostic des infrastructures nationales en 2009. Grande gestation hydroélectrique, transport électrique, réfection route, liaison fibre optique. Vous voyez ce qui reste à faire pour que le développement puisse être vraiment lent. Chaînons manquant pour une intégration physique à l'Afrique. Je crois que les schémas sont assez clairs sur ce qui nous manque pour qu'on puisse ne plus tirer la langue. En pratique, l'intégration est un processus multiforme se caractérisant par une intensification du mouvement d'échange avec la suppression des obstacles à l'intérieur d'un bloc régional, un tarif extérieur commun, une mobilité des facteurs de production. Les pratiques anormales, les barrières non tarifaires sont autant d'obstacles qui peuvent prendre l'existence même de la ZLECAf. Elle peut aussi se manifester par des projets de coopération portés par des acteurs gouvernementaux ou non, par une coordination des politiques économiques ou sociales et par la mise en place de règles ou de transfert de souveraineté avec des structures institutionnelles de type fédéral. Au regard de ces ambitions, déjà portées par les pères fondateurs de l'Union africaine, les défis à relever sont d'une ampleur considérable. La ZLECAf a plusieurs défis, assimilés aux enjeux suivants. Enjeu numéro 1, synchroniser les communautés économiques régionales. Pour ça, je pense qu'il y a lieu de se pencher un peu sur ce problème de communauté régionale. Si nous prenons aujourd'hui le cas de la CENSAT, de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la CEAC, on voit que pratiquement de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, on voit que l'ensemble des pays de la CENSAT appartiennent déjà à une, deux, voire même 3 CR, ce qui donne un sentiment de recoupement sur plusieurs choses. Sortir des spécialisations primaires, s'appuyer sur les dynamiques des marchés, lever les pratiques anormales, intensifier le contenu local, définir les règles d'origine, intensifier les convergences, créer des espaces de solidarité, rationaliser les relations hors ZLECAf, relever les défis logistiques. Quand on arrive à faire ça, on règle une bonne partie des problèmes liés à la ZLECAf. Principe de réussite de la ZLECAf. Principe de coordination. Selon ce principe, les politiques et les plans de développement mis en œuvre par les différents États membres d'une CR doivent être compatibles. Cette compatibilité permet aux différents projets entrepris dans l'espace communautaire d'être cohérents avec le processus d'intégration régionale. Il est donc absolument nécessaire de coordonner les politiques pour éviter les incohérences et les contradictions qui pourraient compromettre la création d'une économie communautaire. Principe d'harmonisation, considéré comme l'un des principes fondamentaux de l'économie des institutions communautaires. Le principe d'harmonisation a pour objectif de créer dans l'espace communautaire une zone relativement homogène grâce à la mise en place d'un dispositif similaire dans tous les pays membres. Principe de convergence. Ce principe a pour objectif la réduction des écarts et des déséquilibres qui existent entre les pays membres d'une CR. Dans les travaux économiques, le concept de convergence a été longuement utilisé pour décrire le processus par lequel les pays à revenus inférieurs devraient rattraper les pays à revenus élevés. Les premiers constats ne sont pas encourageants quand on parle de la ZLECAf. En effet, il y a 54 nations africaines qui se sont engagées à rejoindre la ZLECAf, mais sur les 33 pays qui ont ratifié l'accord jusqu'à présent, beaucoup ne disposent pas de procédures douanières et des infrastructures nécessaires pour faciliter le libre-échange.
Force est de reconnaître que la portée de l'accord ZLECAf restera très réduite et cela prendra du temps pour que les effets soient réellement sentis, car certains pays n'ont pas les routes, les équipements adéquats pour que les autorités douanières à la frontière puissent faciliter le transit rapide et efficace des marchandises, l'infrastructure souple comme matériel fait défaut et le temps nécessaire pour que les pays mettent leurs lois nationales en conformité avec les exigences de la ZERP risque d'être long. Et pour ça, la ZLECAf risque d'être un vœu pieux. Je vous remercie.